Alors bienvenue, le marché des cryptos, ces derniers temps, ça a pas mal secoué. Forcément, ça soulève plein de questions. Est-ce que cette baisse, c'est le début d'un nouvel hiver crypto, ou est-ce que c'est juste une correction, une secousse un peu violente mais passagère? C'est exactement ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. Ok, voilà le programme. On va commencer par regarder cette baisse récente, ce sentiment un peu familier. Ensuite, on verra qu'il y a en fait deux types de chutes, c'est important de faire la différence. Puis, on s'attaquera à une grosse question, est-ce la fin du fameux cycle de 4 ans? Après ça, on regardera un peu au-delà du Bitcoin parce qu'il se passe plein de choses, et on terminera en jetant un œil sur les catalyseurs qui pourraient arriver. Allez, on y va. Première partie, ce sentiment familier de la baisse. On va mettre en perspective la dernière chute des prix. C'est le sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment, donc autant commencer par là. Moins 32%, voilà le chiffre. Depuis son dernier pic en octobre, le Bitcoin a perdu quasiment un tiers de sa valeur. C'est un chiffre qui fait mal et qui, c'est clair, peut faire un peu peur. Du coup, la question que tout le monde se pose, elle est simple. Est-ce que c'est le début d'un nouvel hiver crypto? Est-ce qu'on doit se préparer à des mois, voire des années de marché baissier? Eh bien, pour répondre à ça, il faut prendre un peu de recul. Regardons l'historique. Ce chiffre de moins 32%, oui, il peut paraître énorme, mais en réalité, ce n'est pas si inhabituel que ça. La baisse moyenne pour le Bitcoin, historiquement, c'est autour de 30%. Et d'ailleurs, juste dans le cycle haussier actuel, c'est déjà la 9e fois qu'on a un repli de plus de 10%. Donc oui, c'est mouvementé, mais ce n'est pas forcément le signal de la fin du monde. Bon, maintenant qu'on a ce contexte, allons un peu plus loin. Deuxième point, il y a deux types de chutes. Et ça, c'est vraiment crucial de comprendre la différence entre une petite baisse, même si elle fait mal, et une vraie chute profonde. D'un côté, on a ce qu'on appelle les baisses de marché haussier. Pensez à ça comme des averses en plein été. Ça peut être intense, ça surprend, mais ça ne dure pas. En moyenne, c'est une baisse de 25% qui dure 2 ou 3 mois. On en a plusieurs par an. Et de l'autre côté, on a les baisses cycliques. Là, c'est plus l'averse, c'est carrément l'hiver qui s'installe. C'est profond, c'est long, on parle de 2 ou 3 ans, et ça n'arrive qu'une fois tous les 4 ans environ. C'est pas du tout la même chose, et c'est essentiel de savoir dans quelle catégorie on se trouve. D'ailleurs, si on regarde l'histoire du Bitcoin, il n'y a eu que 4 de ces hivers, ces baisses cycliques majeures. On voit bien qu'ici leur ampleur. Ça n'a rien à voir avec les petites corrections qu'on a évoquées juste avant. Ok, passons maintenant à la troisième partie. Et là, on touche au cœur du sujet. Est-ce qu'on assiste à la fin du fameux cycle de 4 ans? On va voir pourquoi cette fois-ci. Eh bien, ça pourrait vraiment être différent. Alors, cette thèse du cycle de 4 ans, c'est une théorie super populaire. L'idée, elle est assez simple. En gros, le Bitcoin monterait pendant 3 ans, et puis, comme une horloge, la 4e année, paf, il serait programmé pour une grosse baisse, un hiver crypto d'1 an. C'est une idée qui a bien marché par le passé. Mais la question, c'est, est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? En fait, il y a au moins 3 bonnes raisons de douter de cette théorie aujourd'hui. Premièrement, cette fois, on n'a pas eu de pic de prix complètement fou, de hausse parabolique comme à la fin des autres cycles. Le marché semble moins euphorique. Deuxièmement, et ça c'est un point hyper important, la structure même du marché a changé, fondamentalement. Et troisièmement, le contexte macroéconomique global reste plutôt bon. Alors, revenons sur ce changement de structure du marché, parce que c'est vraiment la clé. Avant, l'argent qui arrivait sur le Bitcoin, c'était principalement celui des particuliers via les plateformes d'échange. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les gros capitaux, ils arrivent via des produits financiers beaucoup plus sérieux, comme les ETP, ces fonds négociés en bourse, ou directement dans les trésoreries de grandes entreprises. C'est plus le même genre d'argent. C'est de l'argent institutionnel, souvent plus stable, plus réfléchi, et ça pourrait complètement changer la donne et casser cette dynamique un peu folle des cycles précédents. Maintenant, attention, ça c'est pour la vision à long terme. À très court terme, les signaux sont un peu contradictoires. D'un côté, on voit que beaucoup d'investisseurs se sont déjà couverts contre le risque de baisse. Ça pourrait vouloir dire qu'on a touché un fond. Mais d'un autre côté, la demande reste assez molle et les données de la blockchain montrent que certains des tout premiers investisseurs, les vieux de la vieille, sont peut-être en train de vendre. Donc le jeu est encore très ouvert à court terme. Allez, quatrième partie, on va un peu dézoomer du Bitcoin parce que c'est hyper important de voir que pendant que son prix baisse, l'écosystème crypto, lui, il est loin, mais alors très loin d'être à l'arrêt. Il se passe plein de choses. Regardez-moi ça, c'est super intéressant. Ce graphique montre la performance des différents secteurs en novembre. Et on voit que pendant que des secteurs comme l'IA étaient dans le rouge, eh bien, le secteur des monnaies, lui, a carrément bien performé. C'est la preuve parfaite qu'il ne faut pas tout mettre dans le même panier. L'écosystème est diversifié, tout ne suit pas forcément le Bitcoin à la lettre. Et si on creuse un peu dans ce secteur des monnaies, qui a tiré son épingle du jeu? Ce sont les actifs liés à la confidentialité. Regardez les chiffres. Decred a fait plus 40% en novembre, Monero plus 30%. Ce sont des gains énormes qui montrent bien qu'une bonne technologie ou une bonne histoire peut tout à fait surperformer, même quand le marché global est un peu morose.
Et pendant que les prix font le yo-yo, l'innovation, elle, ne s'arrête jamais. Un bon exemple, c'est une technologie qui s'appelle les Near Intent. Pour faire très simple, l'idée c'est de rendre l'utilisation des cryptos beaucoup plus facile. Au lieu de jongler avec plein d'applications compliquées, on exprime juste un objectif et le système s'occupe de trouver le meilleur chemin. C'est une avancée énorme pour l'expérience utilisateur et ça prouve que les développeurs continuent de bosser d'arrache-pied. Un autre signe qui ne ment pas, regardez ce chiffre, plus de 2 millions. C'est le nombre de transactions quotidiennes sur un nouveau protocole, le XE 4002, qui est un standard pour les paiements liés à l'IA. Et le plus fou, c'est qu'on est passé de quasiment 0 à plus de 2 millions par jour en seulement un mois. Ça, ce n'est pas de la spéculation, c'est de l'adoption, de l'utilisation réelle. Allez, dernière partie. On se projette un peu. Quels sont les catalyseurs, les événements qui pourraient venir façonner le marché dans les mois et même les années à venir, à l'approche de 2026 ? Il y a principalement 2 gros dossiers à avoir sur son radar. Le premier, c'est la politique des banques centrales, notamment la Fed américaine. S'ils commencent à baisser leur taux d'intérêt, ça affaiblit le dollar et ça rend des actifs comme le Bitcoin beaucoup plus attractifs pour les investisseurs. C'est un classique. Le deuxième catalyseur, c'est la réglementation. Si on arrive enfin à avoir une législation claire acceptée par tout le monde, ça pourrait vraiment rassurer les gros investisseurs institutionnels et ouvrir les vannes pour de bon. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Au final, la conclusion la plus importante est peut-être la plus simple et elle est résumée ici. Au milieu de toute cette agitation, de cette volatilité à court terme, l'histoire nous rappelle une chose. Les gains les plus importants viennent souvent de la patience. Le fameux hodl, le fait de conserver ses actifs sur le long terme, reste une stratégie qui a fait ses preuves. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question de fond. Quand on met tout bout à bout, des nouveaux investisseurs institutionnels, la structure du marché qui change, la technologie qui avance à une vitesse folle, est-ce que cette période de turbulence, ce n'est pas juste une péripétie ? Est-ce que le marché crypto n'en est finalement qu'à ses tout débuts ? C'est une question qui mérite d'être posée. Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux qui veulent gagner du temps et décider avec des vraies données, pas avec le bruit du marché. Si tu veux accéder à mes notes et mon dashboard complet et avoir les alertes clés, le lien est dans la description.